Fondée en 1973 à Notre-Dame-des-Prairies, Joliette Toyota est un véritable pilier dans l'industrie automobile dans la région de la Naudière. Depuis ses débuts, cette entreprise familiale a évolué avec succès tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Alors que l'entreprise se prépare à passer le flambeau à une troisième génération, j'ai le privilège de recevoir Mme Nathalie Aumont, l'actuelle présidente. Femme d'affaires accomplie, investie et respectée dans le domaine de l'automobile, Nathalie a littéralement ouvert la route dans un secteur traditionnellement masculin. Quand le courant passe, c'est maintenant! Hydro-Québec présente Quand le courant passe, la troisième saison des balados de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet épisode est une collaboration de Promutuelle Assurance Lanaudière, Gazon Verquest, les Habitations Bordelot et Agence Marketing Vidéo Synopsis. Bonne écoute! Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue dans les nouveaux studios chez Synopsis. Merci. Merci de m'accueillir. On n'est pas très loin du bureau. Non, on est comme à côté. Ah oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, c'est vraiment tout près à côté. C'est à peu près 90 pieds. C'est entre le premier et le deuxième but au baseball. Bienvenue chez Synopsis. Première présence ici? Non, je suis déjà venue. J'ai déjà fait affaire avec Synopsis. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui. Qu'est-ce que tu aimes écouter comme vidéo? Des petits vidéos ludiques. Est-ce que c'est un chaton? Tu sais quoi? Il faut pas que ça soit trop long. Ah non? Non. Je suis quelqu'un qui roule vite dans la vie. Fait que faut pas que ça soit trop long, sinon je me désintéresse. OK. Nathalie, tu as commencé très jeune dans le domaine de l'automobile. Tu me permets de te tutoyer? Bien sûr, oui, bien OK, sûr. Ça va faciliter l'entretien. Tu as commencé très jeune dans le domaine de l'automobile. Quel a été ton parcours avant de reprendre l'entreprise familiale? Quand mon père a acquéri la concession Toyota ici à Joliette, j'avais à l'époque 10 ans. Alors, puis étant fille unique, je ne cacherai pas que c'était ma deuxième maison. Ma mère aussi travaillait dans l'entreprise, faisait la comptabilité. Mon père s'occupait des ventes. J'avais mon oncle qui s'occupait de pièces et services. Donc, j'avais toujours, moi, 2 autobus après l'école qui m'emmenaient soit à la maison ou soit au garage. Okay. Fait que ma mère me disait le matin, viens nous rejoindre au garage ou viens nous rejoindre à la maison. Fait que c'était vraiment ma deuxième maison. Fait que j'ai été élevée là-dedans. Fait que c'était, pour moi, j'ai fait, je faisais un peu de tout. Puis à l'époque, pour le transport scolaire, ça allait bien, là. Tu sais, on n'avait pas à appeler, OK, elle sera pas dans tel autobus, ça va être dans l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Hein? Je connais pas la réalité d'aujourd'hui, là, parce que mes enfants sont rendus assez grands. Mais non, c'était pas ça du tout. OK. Donc, là, tu étais jeune, 10 ans, OK, ouais. On a le nouveau garage. Tu vas faire tes études où? J'ai fait mon bac en relations industrielles. Mon but était d'être directrice de ressources humaines pour une grande entreprise. Okay. Je le savais peut-être qu'un jour, je me retrouverais dans l'entreprise familiale, mais c'était pas vraiment mon objectif primaire. Et c'est seulement qu'à ma deuxième année d'université que là, j'ai commencé à m'impliquer puis à faire des choses. Puis là, j'ai comme fait « Oh, attends une minute. » J'aime vraiment ça. Mais déjà, tu avais un pied à terre au garage. Oh, oui, les jobs d'été. L'été, je travaillais tout l'été au garage. Je faisais des remplacements, je faisais le ménage le vendredi soir. J'aidais ma mère dans la comptabilité à balancer ses livres parce qu'à l'époque, c'était tout papier. Il fallait balancer les colonnes. Alors, je l'aidais à faire ça. Je préparais les dossiers de vente de livraison. Ça, ça a évolué selon ce qu'un enfant de 10 ans peut être capable de faire, puis en évaluant l'adolescence et tout, là. Mais le vendredi soir, fallait pas me chercher. C'est sûr que j'étais à la concession jusqu'à 21h, jusqu'à la fermeture. OK. Et là, deuxième année d'université. L'université, là, je sens qu'il y a un engouement. Ouais. Et c'est là que je révèle à mon père que j'avais le goût de prendre la relève de l'entreprise familiale. Et le papa dit « Yes! » Je pense que le papa a été un peu surpris au départ. Ouais. Parce que on se recule dans la fin des années 80. Ouais. Une femme dans l'automobile, c'était pas nécessairement très fréquent. Ouais. Alors...
Il m'a regardé. Je le savais que dans le fond de lui, c'était quelque chose qu'il appréciait et anticipait. Mais, tu sais, même ma mère me dit, quand j'ai révélé ça, ouais, c'est pas t'aimer te laisser ça, c'est trop d'ouvrage. Et j'ai compris, après plusieurs années, que dans le fond, elle disait, ça va peut-être être difficile parce que t'es une femme. Ah ouais. Tu sais? Alors, mais moi, je dis souvent, pas capable, il est mort. Tu sais, fait que... Tête première là-dedans. J'ai plongé tête première, j'ai fini mon bac en accéléré. Je faisais des cours du soir, j'ai bifurqué un peu vers l'administration. Puis à l'époque, j'étais à l'Université de Montréal, le pavillon où j'allais était à côté du HEC, fait que c'était facile. Fait que je me suis dépêchée de finir ma 3e année parce que puis j'étais déjà très impliquée dans l'entreprise là, quand j'ai fini l'université. OK. Et là, tout de suite après, on termine l'université, on débarque au garage. On débarque dans l'entreprise familiale. J'étais une fille de vente, une fille qui était facile à parler, à jaser avec les gens. Là. Je retiens de mon père. Ma mère est une femme très, très discrète. Mon père était vraiment un homme de PR. Fait que, alors, je me suis dirigée vers les ventes. Je suis à m'en aller... à l'époque, on était quand même assez... On était plus petits. Fait que j'ai pris la direction des ventes. Il y avait combien de représentants à l'époque? Quand je suis rentrée, on en avait 2. 2, OK. Donc, Avec c'était 2 hommes et toi. Oui, là, il n'y avait pas de femmes quand je suis rentrée dans l'entreprise. Il n'y en avait vraiment pas. Et est-ce que tu étais tout de suite, t'as été bonne aux ventes ou? Bien, je l'avais facile, tu comprends? Et ayant été... Je ne suis pas née parce que j'avais 10 ans quand mon père a eu la concession, mais j'ai grandi là-dedans. Pour moi, j'avais Toyota tatoué sur le cœur, là. Tu sais, c'était... Ça l'est encore aujourd'hui. Mais... Fait que c'était facile pour moi. Moi, c'est quand j'y crois puis que c'est quelque chose que je peux... Fait que les gens me disaient tout le temps, « T'es une bonne vendeuse. » Puis là, je disais, « Non, c'est juste que je suis convaincue de mon produit. » Ah, wow, oui. Alors, c'est tellement plus facile quand t'es convaincu de ce que de ce que t'amènes comme... Il n'y a rien de plus convaincant que quelqu'un qui est convaincu. Tout à fait. Absolument rien. OK, donc après ça, t'es devenu BTG. C'est quoi ça, BTG? Je dis souvent ça. C'est un terme que je sais pas si je l'ai inventé ou il y a quelqu'un qui a un moment donné qui m'a dit ça, mais en tout cas, ça fait tellement d'années que je l'utilise. C'est le bouche-trou général. Ah! Oui, oui. OK, bouche-trou général. Alors, on fait de tout. Okay. Il manque quelqu'un, on va remplacer. Okay. Tu sais, à l'époque, l'entreprise était beaucoup plus petite, fait que quand il manquait quelqu'un, il manque une roue à charrette, fait que ça roule pas tellement bien, fait que c'était moi qui étais le... Donc là, tu pouvais tomber à l'esthétique, tu pouvais tomber J'ai fait tous les postes, tu sais, je remplaçais à l'époque, les directeurs... C'était un directeur, mais c'était souvent la seule personne qui était là, tu sais. Ah, ouais. Alors, que ce soit aux pièces ou au département de service, alors je remplaçais toutes les vacances durant l'été. Fait que j'ai fait pas mal tous les postes. Donc, mais je pense que c'est, quand tu veux prendre une entreprise familiale, je pense que c'est la clé pour sûr. Être... Faut que tu goûtes à tout. Oui, pour être premièrement performant, mais aussi crédible. Donc, BTG, c'était comme toute autre tâche connexe. À l'époque, on appelait ça... Puis tu sais quoi? Tu sais, c'est très femme, ça aussi, là. Tu sais, de tout prendre, puis de tout... Fait que c'était pas mal... c'était pas mal le poste que j'avais. Je touchais à tout. Donc, OK, là, t'es aux ventes et BTG, et ensuite... Est-ce que c'était clair pour tout le monde que t'étais pour prendre la relève? Oui, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est sûr que tout le monde le voyait, là. Tu sais, tout le monde le savait. Comment c'était perçu? Ben, c'est sûr que je suis arrivée, j'avais quoi, 23 ans? Puis là, ben, je suis pas arrivée avec mon tailleur et mes talons hauts en disant, « Hey, aujourd'hui, je m'en viens vous diriger, là. » Je me suis impliquée tranquillement, puis je me suis essayé de m'intégrer le plus soft possible, tu sais, pour que tout le monde se sente quand même à l'aise. Oui. Et bien dans ce changement-là. Oui, il fallait que je fasse ma place, il fallait que je fasse mes preuves. Doublement, premièrement, parce que j'étais jeune, et deuxièmement, parce que j'étais une femme. Oui. Tu dis doublement, tu as fait face à un double défi.
d'être une femme et d'être la fille du propriétaire. Exact. Comment c'était perçu, ça, par les autres employés? Bien, c'est toujours, tu sais, parce qu'aujourd'hui, je le revis avec mon fils, mais c'est sûr que faut le faire de la bonne façon et de façon très délicate, parce que c'est sûr que les gens te regardent puis te disent, ben, j'aimerais ça être à ta place. Puis, il faut pas que tu arrives en pétant les bretelles puis en disant, Fait que c'est vraiment très délicat à faire. C'est sûr qu'en étant une femme, il y a toujours un peu les femmes ont beaucoup le syndrome de l'imposteur, puis on en reparlera peut-être un peu plus dans mon mentorat, là, quand on va discuter. Mais le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, ça fait que tu y vas plus délicatement, tu y vas, tu sais, un pas à la fois, tu essaies de faire ça le plus léger possible. L'inclusion, il faut qu'elle soit très progressive. Ouais. Fait que ça a été un défi. Puis d'être la fille d'eux, ben, tu sais, à un moment donné, c'est quand je me promenais avec mon père, parce que quand j'ai commencé à vouloir prendre l'entreprise, ça, mon père m'emmenait, ben, de toute façon, j'étais comme ça quand tu étais jeune, je le suivais partout. Fait que j'étais fille unique, fait que c'était... Puis là, j'étais la fille de Gilles, tu comprends? Alors, à chaque fois que mon père, il m'appelait son bâton de vieillesse. Fait qu'il me disait, c'est ma fille, c'est mon bâton de vieillesse. Fait que j'étais la fille de Gilles. et la journée où je suis arrivée à quelque part, et avec mon père, et que là, la personne a regardé mon père et dit, « Ah, vous êtes le père de Nathalie! » Oh, J'ai wow! fait, « I got it! » Wow! Je l'ai. Ouais, ouais. C'était mon défi. Oui. C'était vraiment mon défi quand je suis arrivée dans l'entreprise, dans le monde des affaires, de dire, OK, il faut maintenant que les gens apprennent à moi à me connaître et d'être, non pas la fille d'eux, mais d'être de ce que je suis. Ouais. Alors, ça a toujours été mon défi. Puis ça a été le secret de mon implication. Quand moi, je suis comme ça. Quand je veux... À l'école, j'étais dans tous les comités. Fait que c'est sûr que ça a été pour moi... OK. En quelle année vous avez officiellement pris les rênes? Officiellement, en 80... attends une minute. C'était progressif, c'est dur à dire. On a transféré la concession à mon nom officiellement en 2000. En 2000? Oui. OK. Mais, tu sais, c'était progressif. Puis, tu sais, à l'époque, quand je suis arrivée à la fin de mon université, en 89, c'était beaucoup de changements, surtout technologiques, parce que nous, on disait, communément, on écrivait tout à mitaine, là, les factures, tout était à la main. Et un de mes premiers mandats assez important quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était d'informatiser le commerce. Oh. Alors ça, pour mon père, ça a été un gros choc parce qu'il n'a pas comme voulu suivre. Non, fait que je l'ai déjà pas mal déplugué et débranché à ce moment-là. Là. Mais déjà, les autres concessionnaires Toyota étaient déjà... Oui, c'était d'emblée dans... Paper free, qu'on disait. Exact. Ouais. Oui, tu sais, l'inventaire, parce que sinon, on avait tout l'inventaire à la main. Là. Tu vendais une pièce, tu sortais la fiche de la pièce, tu marquais le numéro de facture, puis tu disais, OK, il y en a un de moins, puis tu remettais la fiche là. Tu sais, fait que fallait le faire. Fait que c'est sûr que là, pour mon père, c'était un défi qui ne voulait pas vraiment rentrer dedans. Fait que déjà, tu sais, comment il s'est acheté une maison en Floride, fait qu'il allait passer une partie de l'hiver en Floride. Fait que j'ai eu la latitude de pouvoir m'impliquer progressivement, puis de le faire par moi-même aussi. Et là, au début, dans les rencontres de concessionnaires, vous étiez comme... Ben, tu étais la seule femme autour de la table. Il y en avait peut-être une ou deux, mais c'était sporadique, c'était pas une relève ou, tu sais... Mais ce qui était vraiment spécial à l'époque, c'est que Toyota avait demandé à ses concessionnaires de tous avoir... Il leur procurait un veston rouge avec la feuille d'érable du Canada. Fait que quand on allait quand il allait dans les conventions, puis tout ça, à l'extérieur du pays, où il était reconnu. Facilement identifiable. Sauf qu'il n'en existait pas pour les femmes. Ah.
Alors, fait que moi, quand j'arrivais dans une réunion, ben j'étais comme le canard noir, là, tu sais, qui arrivait. Fait que là, je dis, non, moi, je voulais être one of the gang, c'est vraiment de l'équipe. Alors, je suis allée m'acheter un tailleur rouge, puis ben, au moins, ça paraissait pas quand j'arrivais dans la salle, c'était homogène. Mais ça devait être spécial d'être la seule ou à peu près la seule femme là, dans des rencontres comme ça. Oui, ben... Puis surtout les Japonais, tu sais, à l'époque, c'était quand même très chauvin. Quand on regarde la culture japonaise, la femme n'est pas en priorité, tu sais, c'était long avant. Fait que c'était un petit peu... il était un petit peu sur la réserve pour mettre des femmes au niveau des directions des concessions. Donc, tu avais des preuves à faire, puis il fallait que tu fasses tes classes. Ouais. J'aimerais mettre en lumière le fait que tu faisais du mentorat. On en parlait tantôt. Oui. Ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 2 ans. 2 ans, ouais, OK, 2 ans. En 2022. Donc, tu accompagnes des femmes qui évoluent dans le domaine de l'automobile. Oui. Juste sur la bannière Toyota? Oui, c'est un programme qui a été amorcé par la Banque Scotia. Okay. Et le programme s'appelle Accélérateur Femmes en automobile. Ah. Alors, ils vont chercher ils ont été chercher des mentors, des femmes qui sont dans l'automobile depuis plusieurs années, et des mentorés, des jeunes femmes qui sont en train de s'impliquer dans les concessions. On se cachera pas que la majorité, c'est pas mal des relèves familiales. Alors, mais c'est quelque chose à laquelle je suis très fière et que j'aime beaucoup. Vraiment, ça m'a rapporté à quand j'ai commencé et là, on est rendu on a 2 cohortes, donc j'ai 2 mentorés avec lesquels on communique régulièrement. Ils ont quelque chose, ils m'appellent. Mais il y a un beau sentiment de fierté là-dedans aussi. Hein. Oui. C'est quelque chose qui m'illumine beaucoup. Ben oui. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu le sens que ces femmes-là ont le même enjeu que toi, tu avais à l'époque, ou c'est différent aujourd'hui? Et tu sais quoi? Il est différent, mais il est là aussi. Tu sais, tantôt, je te parlais du sentiment d'imposteur. C'est ce que j'ai réalisé qu'ils l'ont aussi. Et ça m'a surpris. J'aurais pensé que les nouvelles générations étaient un peu plus... tu sais, on dit tout le temps... On parle toujours des générations qui nous suivent, pour dire « Oh, ils sont pas comme nous autres. » Et de voir ce même sentiment-là, pour moi, ça a été révélateur. J'ai dit « Ah, mais il en reste encore du chemin à faire. » Alors, parce que souvent, ce sont des jeunes femmes qui sont dans des entreprises familiales où ils ne sont pas nécessairement les seuls. Il y a un frère, il y a une autre sœur. Alors, l'enjeu est différent. Et l'enjeu aussi au niveau du type d'entreprise est différent. Les concessions automobiles aujourd'hui sont plus la même chose que ce qu'ils étaient il y a 35 ans. Oui. Alors, l'enjeu est différent. Les manufacturiers, il ne faut pas penser que nous, les relèves, ça se fait comme ça, là. Faut avoir l'accord du manufacturier, il faut faire nos classes, il faut vraiment... mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sincèrement, c'est un programme qui m'a beaucoup... où je me suis vraiment retrouvée là-dedans. OK. Et ça, tu n'es pas prête de lâcher ça? Bien là, on attend encore. La Scotia n'a pas parti une 3e cohorte. Okay. Parce qu'ils veulent me garder comme mentor, mais il faut quand même pas oublier que moi, après 1 an, je les abandonne pas, ces jeunes femmes-là. Là. On a bâti des relations, on est proches, fait que ils m'appellent, tu sais, fait que là, j'ai dit, ben là, une 3e, pour moi, j'amplifie ma tâche. Ça me prend un autre téléphone. Puis comme j'ai toujours été, dans toutes les implications que j'ai fait, si je le fais pas à 150 %, je n'y adhère pas. C'est dans le fond. Exact. Ah oui. Ouais. Mon fils me le dit souvent, maman, il n'y a personne qui a du gaz comme toi. Aujourd'hui, en 2025, quel est ton plus grand défi dans l'entreprise? Ben c'est sûr que en 2025, là, je suis en processus de relève. Pour moi, c'est un défi. Ouais. Pour moi, c'est un défi parce que tu as le lâcher-prise, tu as
le laisser aller, j'ai été une relève. Donc, je comprends comment mon fils se sent. Mais moi, de faire une relève, c'est la première fois. Fait que mon plus grand défi aujourd'hui, c'est ça. Parce que... Lâcher prise? Oui. Ouais. À ma grande surprise, moi qui est une personne qui est intègre à 100% ou pas du tout, oui. Parce que tu sais quoi, la pandémie m'a usée. Ah oui? Et la pandémie m'a usée, puis là, je suis comme... moi, dans la vie, quand je prends un chemin, là, ça y va. Puis moi, la première, pour faire... Tu sais, je parle toujours en comparaison avec l'automobile. Moi, la première vitesse, c'est pas ma vitesse. Fait que moi, quand je vais all-in, je vais pas. Puis la pandémie, ben c'était de l'inconnu. Le gouvernement nous disait une chose une journée, une autre chose l'autre journée. Moi, je suis pas une girouette dans la vie. Quand je prends une décision, je l'assume. Alors, je trouvais ça dur. À travers l'histoire, Joliette Toyota a vécu 10 projets d'agrandissement. Quel a été celui qui a représenté le plus grand défi? Dans les agrandissements que j'ai faits? Ben, ça a été l'avant-dernier, parce que je viens d'en faire un au niveau de l'esthétique, mais ça a été quand Toyota nous a apporté Sillon, qui était une nouvelle division. Et que là, pour l'avoir, il fallait avoir une salle de monde plus grande. Fait que ça a été mon plus grand défi. Puis, avec une nouvelle bannière. Mais pour moi, ça a été un vent de fraîcheur parce que c'était un défi. Tu sais, c'était un défi avec une nouvelle marque qui était encore sous la bannière de Toyota, mais qui était une nouvelle façon de penser. OK. Et là, vous avez un autre... d'autres plans d'agrandissement? Oui. Okay. Oui. Moi, mes employés rient toujours de moi, puis ceux qui me connaissent depuis longtemps, là, puis moi, je dis toujours que je suis la dodo de la rénovation. Ah oui? C'est toujours mon dernier. Oui, OK. Ça, c'est ma dernière réno. Finale. Comme Dominique Michel, c'est mon dernier bye-bye. Ouais. Alors, je dis tout le temps que c'est ma dernière, mais là je suis en train d'en faire une où je touche à plusieurs points dans l'entreprise. Et ça va être ma dernière. Là. Est-ce que ton garçon qui prendra la relève t'accompagne un peu dans ça? Là? Est-ce qu'il regarde un peu plus que les autres agrandissements avant? Il n'en a pas vécu beaucoup. Là. Mettons qu'il en a vécu peut-être 2. Mais oui, mais tu sais quoi? Je pense il me laisse faire ça en me disant ça va être pour moi un projet, puis je vais m'amuser avec ça. Là. De toute façon, tu sais, c'est toujours les projets de rénovation, là, c'est une aventure. Parce que tu sais jamais quand ça va finir. Tu sais quand tu commences, mais tu sais jamais, les enjeux sont... ça use des nerfs faire des rénovations, surtout dans une entreprise où tu te dois de continuer à opérer. C'est ça qui est toujours l'enjeu. Là. Oui. Ouais. En cette période de transition, est-ce que c'est important d'être bien accompagné? Tu sais, je veux dire, tu fais du mentorat, mais c'est la première fois quand même que tu lègues. Tu sais, tu es là depuis un méchant bout, puis là, tu dois léguer. Est-ce que tu vas te chercher, toi aussi, un mentor? Est-ce que tu es accompagné? Oui, j'ai tenu à être accompagnée dans ce processus-là, parce que comme j'ai dit antérieurement, c'est la première fois que je le fais. Et je n'aurai pas la chance de me reprendre. Mm-hmm. Dans le sens où je veux le réussir, ce projet-là. Ouais. Celui qui nous a aidés fait 30 ans qu'il fait ça, des entreprises, des relèves d'entreprises familiales. Alors, il en a vu beaucoup. Il a vu pas mal de scénarios. Et donc, pour moi, c'était primordial de me faire accompagner, de nous faire accompagner là-dedans pour le faire de façon... correct, puis qu'on puisse dire, ça se passe bien, puis c'est vraiment ce qui se passe présentement. Parce que... Et tu sais, je pense que
l'autre enjeu, nonobstant que je suis un entrepreneur qui lègue une entreprise familiale, il y a un double enjeu pour moi qu'il ne faut pas négliger, c'est d'être une mère. Ah oui, hein? Et, tu sais, quand on dit mère un jour, mère toujours, là, et c'est le sentiment maternel de... Tu sais la différence entre un père et une mère? Le petit garçon monte dans l'arbre, il tombe, il se casse le bras. La mère la regarde, puis là, « Ah, mon pauvre petit, puis là, t'es où, t'as mal? Puis j'espère que tu ne monteras plus dans l'arbre. » Alors que le père le regarde, « J'espère la prochaine fois, tu vas te tenir comme il faut. » Tiens-toi. C'est ça, la hein? différence entre une mère et un père. La mère veut protéger, veut pas que l'enfant se frappe le mur, alors que le père dit, « Non, alors, qu'il frappe le mur, il va apprendre, puis il va savoir comment ça se passe. » L'image est belle. Mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, c'est plus qu'un enjeu d'enfant-parent, c'est un enjeu aussi de mère-fils. Est-ce que tu crois que c'est plus facile pour toi de passer le flambeau que ça l'a été pour ton père? C'est une bonne question. Je pense que quand je suis arrivée, mon père, il était vraiment commençait à être tanné. Comme je t'ai dit antérieurement, il y avait l'enjeu de l'informatisation technologique. Il m'a laissé aller. Puis, tu sais, l'entreprise n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, là. Elle n'avait pas la même grandeur, la même proportion. Fait que, au niveau affaires, c'est plus difficile aujourd'hui. Au niveau personnel, lui aurait pu me le dire, parce qu'aujourd'hui, il est décédé, mais je pense que c'est un peu la même chose. Ouais. C'est le lâcher-prise, tu sais, mais, comme je te dis, il y a toujours l'enjeu, je reviens sur l'enjeu d'une mère et un père. Tu sais, mon père puis c'est souvent ce qui m'a fait bien grandir. Mon père m'a laissé faire beaucoup de choses par moi-même. Puis je me suis même surprise un moment donné. Je suis allée le voir, puis je dis, « Papa, j'aimerais te dire merci. » Il dit, « Merci pourquoi? » Je dis, « Merci de m'avoir laissé tomber des fois pour mieux me relever puis de savoir qu'est-ce que c'était. » Moi, j'avais pas de petit frère. Alors moi, à la maison, c'est moi qui faisais le gazon, c'est moi qui rentrais le bois. Tu sais, même si j'étais une fille et fille unique, j'étais pas... Tu comprends? J'étais pas dans la ouate et princesse sublime, là. Fait que j'ai dit merci de m'avoir fait travailler. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des enjeux, je sais me retrousser les manches puis passer au travers. Oh, wow. Puis là, il m'a regardé puis il dit, j'avais pas réalisé que de te faire ça, ça allait à un tel point t'aider dans ton cheminement. Ouais. Fait que c'est beau. Ben oui, c'est... Mais, et ce qui est de valeur dans mon père est décédé, ça fait 3 ans, et dans mon cheminement de mentorat avec les femmes dans l'automobile, j'ai réalisé comment pour lui, ça a dû pas être facile de me voir aller en tant que femme et d'avoir peur de me buter à des obstacles. Mais moi, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je prends un chemin, j'y vais, puis je regarde pas, je vais all-in. Fait que j'ai pas réalisé ça en le faisant. Aujourd'hui, je suis capable de prendre un recul et de voir que ça a dû sûrement pas être facile pour lui. Ouais. Dans la transaction qui s'en vient, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Quand tu parles de transaction, tu parles dans le changement, le changement de garde. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Est-ce que tu as plus peur pour le garage, la bannière? Tu as plus peur pour ton garçon? Qu'est-ce qui t'effraie le plus là-dedans? C'est une bonne question. C'est sûr qu'en tant que mère, c'est toujours l'enjeu de... Tu veux que tes enfants soient corrects. Mais je pense que ce qui m'habite un peu plus,
c'est l'enjeu de la technologie, c'est l'enjeu de où sera l'automobile dans 20 ans? Où sera le type de commerce automobile qu'on va connaître? C'est tu sais, présentement, avec tout ce qui est l'électrification, les normes gouvernementales, surtout au Québec, c'est un gros enjeu pour les manufacturiers. Qu'est-ce que ça sera l'automobile dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Il n'y a personne qui est capable de, pas nécessairement l'assurer, le voir, mais même l'entrevoir. Parce que les technologies sont en train de se développer de façon tellement exponentielle qu'on ne sait pas quelle tangente ça va avoir. Est-ce que ça va être l'électrique? Pense pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce ne sera pas cette technologie-là qui va persévérer. Alors, ça sera quoi? Fait que je pense que ça va être l'enjeu de... Ça va être pour moi difficile de voir aller ça à distance, puis de ne pas avoir, tu sais, de dire, non, c'est plus à toi, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus à toi, là, à le faire. C'est plus ton enjeu. Tu vas redevenir une sportive de salon. Tu vas regarder le match au lieu de participer. Ça me surprendrait que je sois une sportive de salon parce que c'est rare que je reste assis dans mon salon. Là, toi, tu as 2 enfants. Oui. C'est ça, OK. Nous en avons 4 avec mon conjoint. Là, on a 4 garçons. OK. Et c'est qui prend la relève? C'est mon plus vieux. Ton plus vieux. Oui, Fred. Qui s'appelle Fred. Oui. OK. Que dirait Fred si on lui demandait comment il vit le fait de prendre la relève de sa mère? Fred parce que quand on le voit, Fred est très... une posture très imposante. Il est très bâti, puis... il a un cœur... il te répondrait, ce n'est pas nécessairement l'entreprise de ma mère, mais l'entreprise aussi de mon grand-père. Ah! Pour lui, c'est... de prendre les guides de l'entreprise familiale. Tu sais, quand il était petit, là, il était toujours avec mon père. Mon père l'amenait partout. Je dis souvent, lui, il n'y a pas de sang dans ses veines, c'est de l'huile à moteur. Je l'ai presque accouché dans un moteur et c'est quasiment vrai, tu comprends? Parce que c'était mon premier. Et il a suivi son grand-père tout le temps. Mon père, aussitôt, qui est devenu propre, là, qui n'avait plus de couches, mon père, il l'emmenait avec lui. Mon père faisait les échanges, tu sais, en concessionnaire. Des fois, je suis devant une voiture, j'ai pas la bonne couleur. Fait qu'il faut aller en chercher un autre chez un autre concessionnaire. Fait que mon père l'emmenait avec lui. Puis là, mon fils m'appelait puis il me disait « Maman, là, on est parti avec une Corolla bleue, on revient avec une rouge. » tu sais. Wow! Puis ça n'a pas duré longtemps parce après ça, il me nommait même le modèle et la transmission. Il y a ça dans le sang. Alors, à ta question, c'est vraiment de prendre les guides parce que tu sais que même ça relève de mon grand-père. Parce que le terrain où la concession appartenait à mon grand-père qui avait acheté ça en 1963 puis que mon père a racheté pour faire la concession là. Donc, c'est même... Et mon grand-père s'appelait Alfred Aumont. Alors, Fred, c'est Frédéric, son nom, mais son diminutif est Fred. Tout le monde l'appelle Fred. Fait que pour lui, il ne l'a pas connu. Mais dans sa tête, ça relève de plus loin. Donc, lui, c'est vraiment l'entreprise familiale à tous les niveaux. Oui, c'est ça. Mais pour toi aussi, tu as un beau sentiment de fierté avant et tu as un beau sentiment de fierté pour ce qui s'en vient. Est-ce que je me trompe? Je sais reconnaître d'où je viens. Oui. OK? Et qu'est-ce qui m'a donné la base pour être ce que je suis aujourd'hui. Oui, je l'ai fait grandir énormément. L'entreprise, elle n'est vraiment pas ce qu'elle était quand je l'ai pris. Mais il ne faut pas que j'oublie qui est le fondateur. Et c'est mon père. Puis si mon père n'avait pas eu ça, je ne serais pas là. Je serais ailleurs aujourd'hui. Mais je vais poser la question directement à lui, mesdames, messieurs. Frédéric Aumont, le fils de Nathalie, est avec nous. Oh non! C'est une surprise, ça! Ouais, hein? C'est une surprise, ça, mon Dieu. Vous me prenez de vraiment, vraiment... Écoute, Frédéric, merci d'avoir fait la route jusqu'ici.
parti très tôt ce matin. Là. Moi, c'était plus tôt, j'étais en arrière, puis j'étais là, fais-moi pas broyer avant que j'arrive. Là. Mon Dieu! Ah, OK. Fred, je te repose la question. Comment tu te prépares avec le fait de reprendre la relève de ta mère? Ben, c'est beaucoup d'éléments. C'est de comprendre d'où on vient, de comprendre d'où on va, d'où est-ce que le marché s'en va, puis d'être capable de un peu jongler avec tout ça, tu sais, surtout quand, comme Nathalie disait, que justement, oui, j'ai beaucoup vécu avec mon grand-père, puis ça m'a permis de voir d'où est-ce qu'on partait, d'où est-ce qu'on s'en allait, puis aussi avec tous les éléments que ça inclut. C'est un peu comme, encore Nathalie l'a dit, c'est un marché qui est très changeant. On est à la merci de tout ça. Fait que c'est de mettre toutes ces choses... Oui, merci. Fait que c'est de prendre tout ça. Il y a le marché, il y a notre entreprise, il y a notre culture aussi qui est notre famille. Puis c'est d'être capable de justement peut-être conjuguer tout ça, puis c'est ça, c'est de le comprendre. On est aussi un franchisé, fait qu'il y a notre saveur, il y a la saveur du manufacturier, fait qu'on n'est pas seul non plus. Disons que c'est ça, il y a plusieurs paires de mains sur le volant. Puis c'est des fois c'est ça, de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis de se trouver une trajectoire au travers de tout ça. Là, vous allez m'expliquer vos casquettes. Là, vous avez des casquettes 3P et les casquettes 3E. C'est quoi ça? Ben, tantôt, tu me posais la question si je m'étais fait accompagner dans le processus de relève. Ouais. Alors ça vient du consultant en relève. Ah oui, okay. Oui. C'est pas nous qui l'avons inventé. Quand il est venu me rencontrer pour me présenter son plan, puis vendre sa salade d'une certaine façon, il est arrivé avec les casquettes, puis il dit le problème, la majorité des problèmes dans les relèves, parce qu'ils y arrivent pas tous, hein, il y en a que ça peut être des belles histoires, mais il y en a d'autres que ça peut être des histoires d'horreur. Et c'est un mélange de chapeaux. Alors là, il me sort ses casquettes, et là, il y a les 3P. Alors les 3P, il dit ça, c'est les casquettes du fondateur ou la personne qui cède. Là. Oui. Alors, tu as la casquette propriétaire, oui. Tu as la casquette patron. Et tu as la casquette parent. Alors, okay. Il dit ça, c'est les casquettes 3P. Du parent, c'est ça. Et la relève a les casquettes, les 3E. Enfant. Éventuel propriétaire. Ah, OK. Employé et enfant. Oh, wow. OK. OK. Alors, et souvent, quand un et l'autre parlent, les casquettes sont mélangées. Ah, ben oui. Alors, c'est important de savoir qui parle. Et moi, je travaille beaucoup avec des outils comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, je le raconte souvent, là, mais c'est la première fois que je le raconte qui est là. Mais, tu sais, des fois... au début, je les portais, là. Ça m'est arrivé d'arriver dans son bureau avec ma casquette patron, puis dit là, je t'ai demandé quelque chose, puis là, je tiens à l'avoir. Oui. Puis, à un moment donné, il rentre dans mon bureau avec sa casquette enfant, et il dit, je peux-tu parler à ma mère? Oh, wow. Il vivait quelque chose pour lui qui était difficile, puis il dit, là, je veux parler à ma mère. Fait que ça démontre bien, tu sais, que des fois, il faut... Ouais. Savoir qui parle pour bien entreprendre ce projet-là, qui tous les deux, comme je t'ai dit, qu'on veut réussir assurément. Vous êtes tous les deux dans des groupes de relève avec l'organisation Entre Chefs PME. Oui. Qu'est-ce que ces groupes vous apportent? Ben, je vais parler pour moi. Fred va pouvoir parler pour lui, mais c'est de voir... Qu'est-ce que les gens qui sont dans la même situation que toi vivent? Parce que des fois, on se dit, c'est-tu juste moi, là? C'est-tu le lâcher-prise ou le sentiment de, c'est-tu normal que je me sente comme ça? Alors, on arrive dans nos meetings, puis parce que je suis la seule dans l'automobile, là, c'est toutes des entreprises différentes dans différents domaines, mais les enjeux sont les mêmes.
la place que la relève, l'enfant veut prendre. Puis là, tu as le parent qui est un peu sur les gardes parce qu'il ne sait pas trop s'il va les prendre de la bonne façon. Fait que c'est vraiment... Et je vais te citer quelque chose que j'ai entendu dernièrement, puis que ça fait à peine un mois et demi, là, c'est pas... Puis que je répète à qui veut l'entendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que nos enfants soient comme nous. Mais il faut s'adapter à nos enfants. Et c'est souvent le problème des relèves. On veut que l'enfant, que la relève... Moi, je fais ça, c'est pas de même, moi, que je faisais ça. Ils vont avoir leur méthode à faire. C'est le résultat qui compte. Mais tu sais, Nathalie, t'es arrivée avec tes idées, toi aussi, là. Oui. Au début 2000, t'arrivais... Et je lui dis souvent, là... Oui, mais Fred aussi arrive à des idées, déjà. Et je lui dis souvent, je le sais comment tu te sens, parce que j'ai été dans tes chaussures. J'ai vécu ça. Fait que j'ai dit souvent, c'est la beauté de notre relation, parce que je sais comment tu te sens. Mais là, de lui, dans son groupement de relève, je sais... Entre chef PME, toi, ça t'apporte quoi, Fred? Ben, Nathalie a adhéré à un groupe avant moi. Au début, je dois avouer, je me demandais qu'est-ce que ça allait m'apporter. Puis qu'est-ce que les gens qui vivaient pas nécessairement la même réalité que moi, pas le même genre d'entreprise, qu'est-ce que ça allait m'apporter. Mais, puis c'est là que justement, avec les casquettes aussi, c'est que on est tous à vivre le même genre des fois pas de conflit, mais de situation que des fois, comme une tempête de casquettes, si je peux dire. Là. Fait que d'un moment donné, d'être capable de dire, OK, j'ai eu ça comme message, mais d'être capable de le décoder et de dire, OK, ça, le message de la mère était ça, le message du patron était ça, puis d'essayer que justement, ça fasse le moins de conflits possible. Là. Je ne sais pas si certains s'en souviennent de la première télé-réalité qu'on a vu apparaître aux écrans, qui était American Choppers, là, le père et le fils qui faisaient des motos personnalisées, puis tout ça, puis que ça a fini vraiment en queue de poisson, en chicane, puis tout ça. Puis là, on savait pas si c'était la réalité ou si c'était... Puis moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune, parce que je savais depuis toujours que c'est ce que je voulais faire. Mais ça m'a donné l'exemple très jeune que c'est pas là que je veux en venir. Puis c'est là que justement, ben, avec le groupe, ben, tu sais, des fois on vit des situations comme ça, qu'il y a des conflits, mais que malheureusement c'est pas ce qu'on veut, mais que là, il faut essayer de justement d'être capable de les régler, puis de voir au travers de tout ça, puis qu'on vit des situations difficiles des fois de... C'est ça, je sais que, tu sais, je suis un de ses fils, mais j'ai l'impression que l'entreprise est un peu comme mon frère également, mais je sais que c'est un élément qui est dans son cœur puis qui tient beaucoup. Qui a une place importante. Puis que je suis capable de comprendre aussi. Mais le groupe, c'est vraiment de voir qu'on n'est pas, des fois, quand on se compare, on se console, comme on dit, là. Puis de voir qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de situation-là, puis que même si nos entreprises sont très, très différentes, qu'on peut vivre le même genre de situation, puis s'aider entre nous, puis de justement d'échanger là-dessus, puis de voir comment est-ce qu'on peut faciliter ces situations-là quand c'est pas que s'il va en avoir des problèmes, c'est quand il va en avoir. Tu sais, quand on est deux à avoir la vision, tu sais, comme je disais tantôt, avec les mains sur le volant, quand on est juste une paire de mains, ben tu décides où c'est que tu t'en vas, mais quand on est deux, il faut qu'on en discute, faut qu'on trouve un commun accord, puis qu'on décide qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, c'est tout ça que ça apporte, puis de voir qu'on n'est pas seul, parce que c'est ça, quand on décide d'être entrepreneur, ben il n'y a pas c'est pas une majorité de la population qui est ce genre qui a ce genre de carrière-là ou qui décide de faire ce genre de choix-là dans la vie, fait que ça permet de voir les réalités de chacun. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, je sais pas, moi je trouve qu'on fait sa propre chance dans la vie. On a une belle entreprise, on a une belle région, on a un beau produit, on a une belle clientèle. J'ai quelqu'un à côté de moi que je pourrais même pas rêver d'avoir. Là, justement, c'est sûr que ça me met de la pression à moi aussi, parce que ça rend des plus grands souliers à remplir. Puis ça, c'est le beau côté aussi. Je trouve ça très motivant d'avoir quelqu'un qui
qui me pousse justement par-delà toutes les choses que ma mère a accomplies dans sa vie, puis qui a été réussi a réussi. Puis pour moi, c'est une très grande fierté. OK, là, mettez vos casquettes de parents-enfants. Avant de partir, Fred, fais un câlin à maman. T'en revois dans à peu près 40 minutes au bureau. Laisse-nous finir notre balado. Un câlin. Okay. Bon podcast. Merci, Fred. Je reprends ton micro. Merci. Ah, ben. C'est une belle surprise. Merci pour la surprise. Oui, tout à fait. Vous m'avez vraiment eu. Ça fait drôle de... tu l'as vu ce matin. Ben oui, puis là, elle me dit, t'es revenu parce que j'ai dit, je venais à 9 h, je m'étais trompé d'heure. Donc là, remets ta casquette de FIAB, femme invitée au balado. OK. Hey, je cherchais beaucoup la connotation. Tu as longtemps été impliqué à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'organisation? Tu sais, plutôt, tu m'as demandé, quand je suis arrivée dans l'entreprise, mon défi était d'être la fille de Gilles, et je t'ai répondu que le but, je voulais me faire connaître, puis je voulais que les gens me connaissent par moi. Alors, puis que moi, ça a toujours été au niveau de l'implication qui était ma façon de m'intégrer. OK. J'ai été au départ avec les femmes d'affaires. Il y avait le réseau des femmes d'affaires de Lanaudière. En quelle année, ça? Ça, on parle en 90. Et puis, donc, je suis arrivée par là. Un moment donné, j'ai fait le tour de ça. J'ai dit non, là, je suis rendue que je veux aller dans le monde des affaires, peu importe le genre. Alors, fait que c'est là que je me suis impliquée dans la Chambre de commerce du Grand Joliette. Tu as occupé quand même plusieurs sièges. Administratrice, présidente. Oui, 2 mandats. 2 mandats? Oui. Oui, je pourrais dire, j'ai été la deuxième femme. C'était Jacqueline Poirier qui avait été la première femme présidente de la Chambre de commerce qui était à l'époque à CJLM, la radio locale. Oui, fait que j'ai fait 2 mandats. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, mon Dieu, ça m'a apporté beaucoup de relations. Pour moi, c'était ma façon de me faire connaître aussi, là. Je voulais que les gens associent Joliette Toyota à Nathalie Aumont. Oui. Fait que, donc, je voulais me faire connaître. Fait que pour moi, c'était le but primaire. Donc, on peut dire que tu as donné à la Chambre et la Chambre t'a donné aussi. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Les relations, on a eu... c'était l'époque où... il y avait, à l'époque, dans le CA, Christian Rainville... il y avait Pierre Cardin qui était à l'époque à la radio. André Hainaut, avec André. André a été pour moi un mentor incroyable. J'ai adoré travailler avec André. Les plaisirs qu'on a eus. Et il y avait beaucoup de coups, hein, des petits coups pendables. Est-ce qu'il y en a qui sont racontables au balado? Ah non, écoute, on en a eu plusieurs. Des fous rires avec André et des parties de Noël. André était trouble-fête dans un party. Tu faisais un jeu, tu pouvais jamais le finir. André partait avec des cartes où tu mettais le trouble dans le jeu. C'était... mais on a fait des pièces de théâtre dans le cadre c'était, je me souviens pas, c'était au niveau de la culture. En tout cas, ils nous avaient demandé, le CA de la Chambre de commerce, de faire une pièce de théâtre. Puis on avait fait les belles histoires du pays d'en haut, avec Séraphin et tout. C'était vraiment quelque chose. Christian Rainville m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une clé USB avec cet extrait-là de pièce de théâtre. Oh, wow. Et je l'ai réécouté, puis écoute, c'était tellement drôle. Toi, tu jouais quel rôle? Moi, je jouais le rôle de... voyons, la tenancière du bar, là. J'oublie le nom, là, mais... mais c'était des beaux moments. Mais je ne faisais pas Donalda, non. Non, OK. Donc, c'était des beaux moments, c'était rempli de coups. Fait que c'était le fun. À chaque fois qu'il y avait une activité, qu'il y avait un événement, tu savais qu'il était pour avoir une petite taquinerie. Tout le temps. Ça, c'était vraiment des très belles années qui restent bien gravées dans ma mémoire. Tu as lâché la Chambre en quelle année environ? J'ai lâché la Chambre en 97. 97, OK. Mais ça, 97, 98. t'as pas...
Ça t'a pas arrêté au niveau de ton implication? Non, non. Après ça, tu as été en culture, en santé? Ah, j'ai été au Festival d'été de la Nodière, j'ai été à la Soupière, j'ai fait deux campagnes de financement pour la Croix-Rouge. J'ai été présidente de la Fondation des Mélèzes, celle de l'Académie Antoine Manceau. Alors, j'ai touché quand même à pas mal tous les domaines, là, la culture, l'éducationnel et le communautaire. Je l'ai fait pas mal. S'amuser à mettre ton CV à jour, il serait beau, hein? Il serait quand même cute. Ouais, peut-être. Et là, tu as un super défi qui t'attend en 2025. Tu me permets, je peux aller là-dedans. Tu deviendras la première femme à la présidence de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Wow! Bravo! Merci. C'est quelque chose que j'avais toujours eu dans ma tête. Puis tu sais, je crois beaucoup que quand tu le visualises puis que tu l'enlignes, bien, à un moment donné, tu t'aperçois que tu es déjà là. Tu y arrives inévitablement. Et pour moi, ça va faire done check dans les implications. Tu sais, il y a aussi, il faut pas se cacher que je suis quand même quelqu'un de très énergique, là. Tu sais, Fred m'a dit souvent, il n'y a personne qui a du gaz comme toi. Arrête, on ne va pas à ta vitesse. On ne peut pas aller à ta vitesse. Alors, il faut que je me trouve, tu sais. Et je veux rester dans le domaine de l'automobile. Le domaine de l'automobile, c'est drôle parce que la majorité du temps, les gens qui se sont retrouvés là, c'est des passionnés. Et je suis quelqu'un je dis souvent, je suis une fille de char. Je suis vraiment une fille d'automobile. Puis, pour moi, c'est comme le point ultime. Puis c'est une façon de me sortir de l'entreprise et de rester dans mon domaine. Et de contribuer à mon industrie. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait des enjeux, là, il y en a beaucoup. Et, fait que pour moi, c'est Mais ça va être quoi ton mandat, précisément, là-dedans? Oh mon Dieu, écoute, la Corpo, présentement, on est dans un mandat de certification. Je te dirais le mandat, mais je veux semer une goutte dans l'océan parce que ça va être un projet qui est quand même assez gros. J'aimerais changer la face des concessionnaires. Hein? On voit sur la place publique, quand on regarde dans les professions, on est souvent en bas de la liste. Et pour moi, je trouve ça dommage qu'il y a des gens dans l'industrie qui ternissent l'image de certains. Pour pas dire de tous, parce qu'on y est tout dedans. Alors, on vient de partir à la corporation un problème de certification en collaboration avec l'Office de protection du consommateur, pour aller redorer le blason des concessionnaires. Ils sont pas tous des mauvaises personnes puis des gens arnaqueurs. Alors, pour moi, c'est ça. Je veux donner une nouvelle figure. Le fait qu'il y a une femme qui arrive à la corporation des concessionnaires, pour moi, ça va comme avec le vent de fraîcheur que la Corpo se donne comme mandat de redorer les concessionnaires. Fait que c'est un gros mandat, mais j'espère au moins y contribuer. Toyota est une marque japonaise et c'est justement au Japon que tu seras nommée présidente officiellement. Oui, effectivement, le colloque de la Corpo se fait sur une croisière au Japon et ça va se faire au mois d'avril et c'est là que je deviendrai, parce que présentement je suis vice-présidente, que je deviendrai présidente de la CCAQ. Ça signifie quoi pour toi? Bien, c'est comme je te disais tantôt, c'est comme le done check. Oui. Tu sais, après ça, je vais me dire, parce que j'ai un mandat de 2 ans, plus 2 ans ex-officio. Non, mais que tout ça soit au Japon. Écoute, pour moi, le Japon... Ou Toyota, et tu sais, c'est venu au monde là. J'aime tellement la culture japonaise, là. Si tu aiderais visiter mon bureau... dans mon bureau, sur le plancher, j'ai un tapis et j'ai un grand rond rouge. Et j'ai plein de choses japonais. De toute façon, ça va être ma 5e
fois que j'irai au Japon. OK. J'adore la culture de ces gens-là. J'ai même fait, dans mon dernier voyage au Japon, parce que j'en ai fait beaucoup corporatifs, là, dans le sens avec Toyota. Je l'ai fait aussi un avec mon conjoint qui a aussi concession Honda. Je l'ai fait un Honda. Et j'ai même fait un geisha makeover. Écoute. Ah oui? Oui, Oh, wow. oui. OK. Ah oui, j'ai adoré. Explique pour les gens qui sont pas au courant, c'est quoi? On m'a habillée et maquillée et on a fait de moi une geisha. Pas dans tous les sens du terme, parce que aujourd'hui, la geisha est un peu mitigée, mais anciennement, tu sais, avant la Deuxième Guerre, une geisha était une femme de culture. Elle savait chanter, danser, tu sais. OK. Mais j'ai tout le kit, la figure blanche, la postiche noire. Et je l'ai fait à Kyoto, et je suis même allée me promener en geisha dans la ville de Kyoto. Wow. Et là, les gens m'arrêtaient pour me prendre des photos. Ben oui. Et là, mon conjoint disait, moi, je disais à mon conjoint, ben non, je ne suis même pas une vraie geisha, je ne suis même pas une japonaise. Et là, mon conjoint me disait, non, prends photo, ça va être moins long de prendre la photo que de leur expliquer. Oh, wow. Puis surtout une geisha aux yeux bleus, là, il n'y en a pas tellement. Oui, c'est ça, hein? Tu as effleuré le sujet tantôt. Ton amoureux est aussi propriétaire d'une concession. Deux concessions? Deux concessions. Une concession Toyota et une concession à Longueuil et une concession Honda à Laval. Est-ce que vous ramenez de la job à la maison? Ça arrive-tu de faire des brainstorms sans tête d'oreiller? Non, parce que tu sais quoi? On a un respect mutuel on le sait ce que nos journées de l'un et de l'autre peuvent avoir l'air. Ouais. Alors, mais on a toujours la même phrase lorsqu'on rentre à la maison. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Puis, je peux dire, ouais. Puis, là, l'autre attend. Mais s'il n'y a pas d'autre phrase qui vient, l'autre respecte. On veut des fois pas en reparler pour pas se remettre dans le même bain, tu comprends? Ouais. Fait que, non. Puis, on a fait un pacte quand on va en vacances. On se dit, si on part 2 semaines, on ne parle pas de business. Aucune business. Exact. Fait qu'on OK. a 4 garçons, puis on a 5 petits-enfants. Alors, on a amplement de sujets pour pouvoir tenir des conversations. Fait que non, on n'a pas... Comment vois-tu l'évolution de l'industrie automobile dans les prochaines années et comment Joliette Toyota se prépare à ces changements-là? Ben, tu sais, j'en parlais plus tôt. On peut pas vraiment se préparer parce qu'on ne sait pas comment l'industrie va être dans 10-15 ans. Tu sais, aujourd'hui, tu me demandes d'évaluer quand une reprise de véhicule d'échange sur un véhicule neuf, d'évaluer un véhicule électrique, là. Tu n'as pas idée comment c'est difficile. Ah ouais? On ne sait pas comment ça vaut. On ne sait pas. On n'a pas de... On n'a rien il n'y a pas d'historique, il n'y a rien pour se baser. Puis, tu sais, un moteur à essence, ben si tu sais, nous, c'est pas dur de voir des véhicules Toyota qui ont 300 quelques mille kilos. Oui. Fait mais là, un véhicule électrique, c'est la batterie qui détermine la longévité. Ouais. Et les batteries coûtent énormément cher. Puis là, on voit tout ce qui se passe avec toutes les usines de batteries, le ralentissement dans les manufactures de véhicules électriques. Ça va être le gros enjeu. Ça va être vraiment le gros enjeu. Mais au niveau de Joliette Toyota, ben écoute, si je regarde l'entreprise en tant que telle, c'est toujours de faire le meilleur de nous-mêmes. Et je suis quelqu'un qui est très régional. C'est moi, je vis ici, je reste ici, je consomme ici. Fait que pour moi, c'est tellement important de bien faire les choses, d'avoir la confiance des gens. Tu sais, puis mes employés le diraient, là, je dis souvent, moi, je me promènerai pas avec un sac à papier sur la tête dans le centre-ville. Tu sais. Alors, ça a toujours été ça qui m'a conduit. Puis, tu sais, Fred a aussi les mêmes... Tantôt, je l'écoutais, on discute pas toujours de fin fond, puis mais je suis contente de lui avoir transmis ces valeurs-là. Pour moi, c'est important parce que c'est les valeurs que mon père aussi m'a transmises. Fait que faut que ça continue. Il va faire les choses à sa façon. Il va les faire différemment. Mais la base est
et la culture, faut que ça reste. Et pour moi, c'est important. Pour ça que je sais jamais, puis j'ai rien contre ceux qui l'ont fait, mais j'ai une concession. Aujourd'hui, écoute, dans la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, il y a seulement le tiers des concessionnaires qui sont uniques. Ah ouais. Ce sont tous des groupes, le reste. Alors, pour moi, on est comme les derniers des Mohicans, là, tu sais, mais pour moi, c'est important. Parce que quand les gens rentrent en concession, on est là. Moi, je suis là tous les jours. À un moment donné, je commence à y être un peu moins, là, mais pour moi, c'est important que le client retrouve la culture de l'entreprise quand il rentre. Mais ça, c'est moi. Je veux pas dénigrer le reste loin de moi. C'est mes valeurs. Mes valeurs sont là. Fait que c'est what you see, what you get. C'est vraiment ça. Fait que pour moi, je l'implique dans tout ce que je fais. Quand on regarde ta carrière jusqu'à maintenant, de quoi es-tu le plus fier? Bien, de ça. De l'intégrité, puis de l'intensité dans laquelle j'ai tout fait. Tu comprends? Moi, quand je rentre dans quelque chose, je veux toujours sortir la tête haute. Puis quand je sens que je l'ai plus parce que ça peut arriver, je me retire. Je me retire, je suis capable de reconnaître ça. Fait que je pense que c'est l'intégrité. J'ai toujours été la même personne. À travers tout... je suis quelqu'un de très équilibré. Je suis pas une fille... Je suis intense, mais je suis très équilibrée. Je suis pas... Tu sais, je dose tout. Fait que c'est... Puis d'avoir été ça tout le long, pour moi, c'est la fierté. Puis de l'avoir transmis à mes enfants, ça, pour moi, c'est la plus belle mission. C'est important de savoir quitter au bon moment? Oui. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable de tout faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais une femme, j'étais une maman, puis j'étais une femme d'affaires. Ouais. J'ai eu 2 enfants à travers tout ça, à travers mes implications de la Chambre de commerce. Mais quand j'étais dans une place, j'étais entièrement là. J'ai compris ça dès le départ. Quand j'ai eu mes enfants, à un moment donné, j'étais au garage, je me sentais coupable de ne pas être à la maison. J'étais à la maison, je me sentais coupable de ne pas être au garage. Ouais. J'ai dit, il faut que je règle ça. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, je me suis fait un horaire et je l'ai suivi. Alors, quand j'étais là, j'étais là. Quand j'étais à la maison, j'étais à la maison. Puis, tu sais, c'est le même principe que les casquettes. Le même principe que les... Tu sais, tantôt, je t'ai dit, ça, c'est mon... C'est ma façon de faire à moi, mais c'est la même chose. C'est de doser... J'ai d'autres défauts, là, mais l'équilibre, pour moi, c'est une de mes grandes qualités. Ouais. Ton père a de quoi être fier? Mon père a toujours été fier de moi, il le disait haut et fort à tout le monde. Mais des fois, je dis, puis c'était ces générations-là, des fois, j'aurais aimé peut-être qu'ils me le disent plus souvent à moi, tu comprends? Mais c'était cette génération-là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais... Avec Fred, ben on est beaucoup plus ouvert. On communique beaucoup. C'est ça. Des fois, je lui dis, parce que c'est un gars, des fois, une femme est plus apte à, des fois, dire les sentiments, mais le gars, des fois, je dis, comment tu te sens là-dedans? Comment tu vois ça? Fait que, tu sais, je vais le chercher. J'attends pas qu'il vienne à moi. Je vais le chercher, puis je veux qu'il sorte... qu'est-ce qu'il ressent. Parler de ses sentiments et des émotions à une époque, c'était comme pas populaire du tout. Hein? Ben, tu sais, mon père était pas... Mon père me disait qu'il m'aimait, mon père était dit, tu sais... Mais le monde me rencontrait et me disait, mais ton père, là, il est tellement fier de toi. Tu sais. Mais je pense que, tu sais, j'ai dit précédemment que quand j'ai décidé de prendre la relève, il était peut-être pas sûr que, en tant que femme, j'allais peut-être y arriver, tu sais. Ouais. Mais, fait que quand il disait qu'il était fier, il disait, je suis à son cheminement de ce qu'elle fait, de où elle est rendue. T'es une femme au grand cœur, Nathalie, vraiment. Merci, ouais. Vraiment. C'est ce que
C'était fort agréable, sauf que là, ça va être la partie un peu plus niaiseuse. OK? OK. Ben ça aussi, je suis capable. Donc, Nathalie, je te pose des questions en rafale et tu dois répondre du tac au tac, OK? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La première chose que tu fais en te levant le matin. C'est niaiseux. Je dis à Google d'éteindre l'alarme. Ah oui? C'est toujours ton premier call. Éteins l'alarme. Oui, parce que quand le cadran sonne... ouais, c'est ça. Google. Mais non, moi, j'ai pas... moi, par contre, quand le cadran sonne, je suis debout. Je snooze pas. Ah oui, OK. C'est tout de suite. Non. Ouais, ouais. Je me lève. OK. La première personne que tu appelles quand tu as une bonne nouvelle à partager. Mon conjoint. Oui, c'est l'homme de ma vie, puis c'est l'homme avec qui me connaît le mieux et qui me détecte le mieux. Ah je suis pas capable de rien Je pensais que tu allais dire qu'il me déteste le mieux. Non, qui me détecte. Non, okay, qui te détecte. Ah ouais, lui, il peut... il me connaît mieux que moi-même. Ton outil de travail préféré? Mon outil de travail... j'ai toujours un crayon dans les mains. OK. Moi, je crayonne. Ah oui? J'écris tout. Fais-tu des dessins, des fois? Non, juste non, pour... non, je fais pas de dessin, mais j'écris. T'écris. Et moi, des notes, là, c'est pour moi... puis mes directeurs, j'avais un directeur qui est à la retraite aujourd'hui, puis à chaque meeting, j'avais un cahier, puis je me notais, puis là, quand il dit, je redisais, je te l'ai dit, attends une minute. Ça fait 2-3 meetings que je te le dis, puis avant, il dit, elle cachou son petit maudit cahier que je mette le feu dedans. Alors, j'ai toujours un crayon. J'ai souvent un crayon dans les mains. Tu prévois sortir ces livres-là un jour? En vente à la librairie Martin? Non. Bon. Ton dernier bon film ou ta série télé que tu as regardé? Un dernier bon film ou une série télé? Ah, j'ai bien aimé Emily in Paris, Emily à Paris. Là. Oui. C'est une série que j'ai bien aimée. Là. La mode, c'est quelque chose qui m'interpelle. Paris, j'adore Paris. C'est la dernière série. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser après une grosse semaine? Écoute, je le fais plus beaucoup souvent, mais la chose qui me décompresse le plus, là, je prends mon karaoké, je m'en vais dans mon sous-sol, puis je me tape 3-4 tunes. Ah oui? Ah non, moi, invite-moi pas un karaoké, là. C'est 3-4 heures du matin. Attention, voici un extrait. Un extrait? Extrait. Extrait de quoi? Ah, tu veux que je te chante? Non, mais je commence toujours avec la même tune. C'est laquelle? I Will Survive. Ah oui? Oui. Ah. Oui, je commence toujours avec ça. Donc tu chantes bien. Mes amis de filles, écoute, moi, mon grand-père, écoute, j'avais la Pointe du Nord. Toi, tu ne viens pas de Joliette, là, mais c'est un restaurant qui était à Saint-Félix, dans la Pointe, où ce que Mon grand-père avait un restaurant là. J'avais 4 ans, puis il me mettait debout sur une table et je chantais. Wow. Moi, je chante. Chanter, pour moi, là, j'aurais peut-être, si j'avais fait une autre carrière, peut-être que j'aurais été Okay. Ah ouais, mets-moi sur une scène avec un micro, je suis partie, là. Une chose que tu aurais aimé savoir en début de carrière. Oh! C'est quoi? Je sais pas. Moi, quand je prends une décision, là, il n'y a pas 50 000 analyses qui sont faites. J'en fais, là, mais j'ajuste toujours en m'en allant. Ouais. Moi, je suis toujours dans un work in process. OK. Fait que ma carrière était de même aussi. Dans quoi es-tu imbattable? Imbattable? Probablement la durabilité de faire un karaoké. Écoute, mon conjoint, des fois, il était découragé, 3-4 heures du matin, puis souvent les filles, mais avec mes amis de filles, on était en bas, puis les gars dormaient sur les divans en haut. Wow. Là, ils me disaient, Nat, tout le monde dort, là, c'est assez, là. Première gorgée, vin rouge ou vin blanc? Vin rouge, non, champagne. Champagne? Mais sinon, vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. Vin rouge. On a un petit cadeau pour toi. C'est une bouteille de vin de chez Marcel Café Cavis au centre-ville de Joliette. Ah, merci, c'est donc bien gentil. Et je te présente, tu connais Dominique Lachance-Lauzé,
qui va t'expliquer le vin que tu reçois exactement il y a une pour histoire. toi. Ben, c'est un vin qui a été spécialement choisi pour toi. Moi, je leur ai envoyé un descriptif de ta personnalité et ils ont choisi le vin spécialement pour toi. Alors, c'est un primeur 2023. Domaine Séléné, c'est un vin nature Beaujolais rouge. Donc, c'est un vin avec la pureté du fruit, fluide, savoureux, légère touche minérale, mais surtout, là, c'est un vin qui part aussi vite qu'il est arrivé. Ça se garde pas longtemps d'habitude dans sa cave à vin parce qu'on le boit tout de suite. Donc, c'est un vin aussi énergique que toi. Ça me ressemble. Ça me ressemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quelle belle attention. Ben oui, c'est le fun. Merci beaucoup, Nathalie, d'être passée. Ça fait plaisir. Quand le courant passe, le courant a passé vraiment. T'es une femme de cœur, je l'ai dit. Je te souhaite que du bon pour 2025, pour la suite des choses pour toi et pour la famille. Gentil. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Hydro-Québec, Promutuelle Assurance Lanaudière, Gazon Verkest, les Habitations Bordelot et Agence Marketing Vidéo Synopsis.